Film Soir. Le nec plus ultra de l'actualité du jour. Préparé et servi par la rédaction politique. Alpha Ousmane Soirée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir Film FM pour vous informer. Bienvenue dans cette grande édition de nos informations. Voici le sommaire du Film Soir. Ce lundi 16 octobre, c'est la reprise des cours dans les universités. Un peu partout, les étudiants ont répondu en grand nombre présent, selon notre reporter. Plus de détails dans les coulisses. La présence d'une forte communauté léonaise est remarquée à Koya, notamment à Sumbuya. Interrogés, ils disent être venus chercher le mieux-être en Guinée. La Sierra Leone traverse en ce moment une grave crise économique. Les explications dans l'Interland. Valorisation du contenu local avec les sociétés minières. Le ministère des Mines a signé récemment un protocole d'accord avec la Société financière internationale. L'invité de Film Soir, spécialiste des questions minières et extractives, Oumar Toutia Bari, nous en parlera avec plus de détails à la fin de cette session. C'est tout pour le sommaire. Le détail sera juste après les multiples faits marquants de l'actualité nationale ce lundi 16 octobre 2023 avec vous. Diarra Girassi, bonsoir. Bonsoir Alpha Ousmane Soirée, bonsoir à tous. Film Soir. Plein feu sur l'actu. La totale de l'actualité nationale. À la une de l'actualité, la marche initiée par le SPPG pour exiger la levée des restrictions imposées au site Guinée Matin a été violemment réprimée ce lundi à Kaloum. 13 journalistes ont été interpellés, 3 blessés et du matériel de travail détruit. Une situation qui a aussitôt fait réagir des acteurs sociopolitiques qui dénoncent ces dérives policières. L'actualité, c'est aussi les avocats de Dr Kassori et compagnie qui se réjouissent de la décision qu'a rendue ce lundi la Cour de justice de la CEDEAO. Et puis le procès des événements du 28 septembre va se poursuivre ce mardi et c'est d'autres victimes constituées en partie civile qui vont défiler à la barre du tribunal ad hoc de Dixine. C'est tout pour les titres. Merci à tous et bienvenue. Je vous le disais en titre, la marche initiée par le syndicat des professionnels de la presse de Guinée pour exiger la libération du site Guinée Matin a été violemment reprimée ce lundi à Kaloum. 3 journalistes ont été blessés, 13 interpellés et du matériel de travail détruit. Le SPPG, la CNTG et l'AMDG, l'Alliance des médias pour les droits humains en Guinée, condamnent fermement cet acte et appellent à la libération immédiate et sans condition des journalistes arrêtés. On écoute un extrait de la déclaration lue par Ibrahima Khalil Diallo, secrétaire général adjoint du SPPG. Le SPPG, affilié à la CNTG et l'AMDH, Alliance des médias pour les droits humains, condamne avec la dernière énergie cette interpellation brutale et inhumaine et attire l'attention de l'opinion nationale et internationale sur la violation grave de la liberté de la presse et des droits de l'homme en Guinée, pourtant consacré dans la charte de la transition. Par conséquent, le SPPG, la CNTG et l'AMDH exigent la libération immédiate et sans condition des journalistes interpellés sans motif valable et la levée également de la restriction d'accès au site internet guinématin.com. Par ailleurs, le SPPG, la CNTG et l'AMDH se réservent le droit d'entreprendre les heures et les jours à venir d'autres actions vigoureuses jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. En attendant, toutes les antennes du SPPG à l'intérieur du pays notamment sont demandées de rester en alerte. Les déclarations se sont ainsi multipliées après la répression de cette marche. Des journalistes, des défenseurs des droits humains et de la liberté de la presse haussent le ton contre la violence infligée à des hommes de médias qui réclamaient pacifiquement la libération du site Guinée Matin, bloqué depuis 2 mois. Maria Madjomboba pour le décryptage. 3 blessés, 13 arrestations et du matériel de travail détruit. La marche initiée par le SPPG a été violemment réprimée ce lundi. Fasseli Konaté, journaliste et membre du conseil d'administration de Reporters sans frontières, ne cache pas sa surprise. Je pense que c'est déplorable ce que nous avons vu ce matin à Conakry parce que personne ne s'attendait qu'une marche quand même pacifique avec des journalistes qui n'ont autre que leurs équipements, qu'on puisse réprimer une manifestation de la sorte parce qu'on apprend qu'il y a quand même 3 personnes blessées et dont une dans
un état un peu grave. L'Organisation guinéenne des droits de l'homme aussi se dit outrée par la tournure des événements. Asseni Sall est le chargé de communication de l'OGDH. Nous trouvons d'abord que c'est tout à fait normal lorsqu'il ne parvient pas à trouver une solution, en tout cas à travers les canaux officiels, d'organiser une manifestation justement pour interpeller davantage l'autorité. Nous déplorons et condamnons toutes les violences qui ont été arrêtées, en tout cas aujourd'hui à l'occasion de cette manifestation, à l'égard des journalistes. Cette situation ne laisse pas non plus indifférente Asma Obari. La journaliste et conseillère au CNT appelle à une mobilisation de la corporation pour exiger la libération sans condition des journalistes arrêtés. Je suis désolée que les autorités, à travers le porte-parole qui avait annoncé qu'on mettrait les droits et libertés entre parenthèses le temps de la transition, que cela continue de cette façon-là et de plus belle. Je pense qu'il est de la responsabilité désormais de tous les Guinéens, particulièrement à la presse, de faire en sorte que cela soit le dernier incident de ce type. Donc, c'est pourquoi j'appelle à une mobilisation de toute la corporation pour exiger la libération sans condition de nos confrères arrêtés injustement. Dans une déclaration conjointe, des associations de presse ont déjà appelé à la libération des journalistes arrêtés. Elles disent condamner ces violences gratuites commises contre des journalistes et exigent leur libération immédiate. Aux dernières nouvelles, Mariama Djomboba, les 13 journalistes ont été libérés et mis à la disposition de leurs avocats. La procédure reste pendante devant le TPI de Kaloum. Les journalistes auxquels on reproche des faits d'attroupement illégal seront jugés les jours à venir, à laisser entendre leurs conseils. Je vous propose d'écouter Maître Salifou Béavogui. Nous sommes là depuis 10h45 sur déferment du commissariat central. Les 13 journalistes qui ont été interpellés ce matin et accusés de participation délictueuse à un attroupement interdit sur la voie publique. Donc devant M. le procureur, nous avons passé plusieurs heures et par la suite ils seront poursuivis pour cette infraction. Le dossier a été pris en flagrant délit mais sans mandat. Et la semaine prochaine, le procès aura lieu et la date sera connue et nous serons là à l'audience. Dieu merci, nos clients ne sont pas partis en prison parce que cela pouvait avoir, la loi aurait pu les envoyer en prison. Et l'accusation en tant que telle n'est pas fondée et parce que nous sommes dans un État qui se veut État de droit. La liberté de manifestation est consacrée même par la charte de la transition. Ensuite, ils n'ont pas commis l'infraction d'attroupement interdit. Et il faut relever d'ailleurs qu'il y a sur les 13, il y a 10 qui étaient venus couvrir l'événement. Donc ils ont été arrêtés dans l'exercice de leur profession. C'est ce qui nous fait mal. Les 3 autres sont des syndicalistes, certes, qui n'ont pas bougé, mais ceux-là qui étaient venus couvrir l'événement ont été embarqués et dans une violence inouïe. Il y a 3 qui se tordent de douleur. Je pense qu'eux, ils doivent aller directement à l'hôpital. Depuis le matin, ils n'ont pas pu accéder à un soin. Donc la procédure est pendante. La procédure est pendante. L'actualité, c'est aussi la Cour de justice de la CEDEAO qui a ordonné ce lundi la libération de l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, l'ancien ministre de la Défense Mohamed Diané et l'ancien ministre de l'Environnement Oye Guilavogui. Selon cette juridiction, l'État guinéen a violé les droits élémentaires de ses anciens ministres d'Alpha Condé. Elle donne donc un délai de 3 mois aux autorités guinéennes pour leur libération et le paiement de $10,000 à chacun. Dans l'émission Mirador de ce lundi, Maître Amadou Diallo, avocat de l'UFDG, dit ne pas être surpris par cette décision. Il pense que la CRIEF a échoué dans sa mission. On l'écoute. Depuis que la CRIEF est en place, on a constaté beaucoup d'insuffisances dans le cadre du respect des procédures et même du bien fondé des accusations. On ne poursuit pas des gens sur des préjugés. Un juge ne se contente pas de l'opinion publique pour dire on se connaît dans ce pays. Il faut réunir les preuves tangibles avant d'entreprendre poursuite. L'affaire de Amadou Damaro Camara dernièrement vient de montrer encore une fois qu'il y a eu beaucoup de légèreté. Comment on peut reprocher à quelqu'un d'avoir détourné 15 milliards alors qu'on n'a même pas pris la peine d'aller vérifier dans le compte de l'Assemblée nationale pour voir s'il y a un petit reliquat là-dedans. La même chose que dans l'affaire Erguiné. On dit que Selou a détourné 5 millions de dollars alors que Mamadou Sylla a fourni les preuves. Je pense que le dossier de l'accusation, dans tous ces dossiers-là, il n'y a pas eu de sérieux, de professionnalisme. C'est comme si c'est commandité pour ternir l'image et la réputation d'hommes politiques.
Autre décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO, c'est celle relative à l'emprisonnement de certains responsables de l'Union des forces démocratiques de Guinée après la présidentielle de 2020 sous Alpha Condé. Il s'agit notamment de Ousmane Gawal Diallo, Chérif Ba, Abdoulaye Ba et Étienne Soropogui. Cette juridiction a aussi condamné la Guinée à payer 40 millions de francs CFA à chaque requérant. Sur la question, on écoute à nouveau Maître Amadou Diallo, avocat de l'UFDG. Les manquements qui sont indiqués dans ce recours-là ne sont pas imputables au gouvernement de la transition. C'est imputable au gouvernement de Alpha Condé. L'État, c'est la continuité, c'est l'État qui est responsable. Il appartient à l'État de faire les réparations qui sont indiquées. En termes de réparation, c'est des réparations pécuniaires, que c'est autour de 40 millions par requérant. La Cour peut enjoindre à l'État guinéen d'exécuter non seulement la condamnation pécuniaire, mais également de prendre des mesures pour que cette procédure qui pèse sur leur tête soit clôturée. Si on se réfère aux dispositions du protocole des normes communautaires, le président de la commission de la CEDEAO peut enjoindre à la Guinée d'avoir à respecter ses obligations communautaires dans ce sens-là. Si après un mois, l'État ne le fait pas, le président de la commission peut saisir la conférence des chefs d'État qui peut proposer des sanctions contre la République de Guinée. Les avocats de l'ancien Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana et compagnie se réjouissent de la décision qu'a rendue ce lundi la Cour de justice de la CEDEAO, une décision qui ordonne la libération sans condition de leurs clients. En conférence de presse ce lundi, ils ont précisé que cette décision doit être exécutée par l'État guinéen de façon immédiate et dresser un rapport sur l'état d'exécution à cette haute juridiction supranationale. Aboubakar Sidiki Kamara nous fait le point. C'est à l'issue de l'examen du recours qui a été déposé par les conseils de Dr Ibrahima Kassory Fofana et compagnie que la Cour de justice de la CEDEAO a ordonné cette libération pure et simple des anciens dignitaires. Maître Alma Missamori Traoré, un des conseils de cabinet Silla, Bill Gates. La décision qui a été rendue est une décision qui doit être exécutée de façon immédiate et sans condition. Et sur la question, il faudrait le préciser, la Cour a donné 3 mois à l'État de faire un rapport sur l'état d'exécution de la décision. À en croire cet avocat inscrit au barreau de Guinée, cette haute cour supranationale a estimé qu'il y a eu la violation de la présomption d'innocence de Dr Ibrahima Kassory Fofana ici. Pour cela, l'État guinéen a été aussi condamné, mentionne Maître Sidiki Berete. Ce n'est pas que la libération immédiate, mais l'État a été condamné à nous payer $10,000 chacun. Dr Ibrahima Kassory Fofana, $10,000, Dr Oye Gravogui, $10,000 et Mohamed Gane, $10,000. Les avocats des anciens dignitaires n'entendent pas lâcher prise. Si cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO n'est pas exécutée par l'État guinéen, ils entendent passer à la vitesse supérieure, martèle Maître Berete. Il n'y aura pas de procès désormais devant la CRIEF si M. Ali Touré, le procureur mandat, qu'il exécute d'abord. C'est à l'issue de l'exécution immédiate de cette décision, dit-il, qu'ils vont décider de prendre part ou non au procès devant la CRIEF. Je vous le disais également en titre, le procès des événements du 28 septembre va se poursuivre demain mardi au tribunal ad hoc de Dixine. Seulement 3 victimes ont été entendues ce lundi. Il s'agit de Mamadou Dioulde Diallo, Tierno Amidou et Malik Bari. Les 3 sont constitués partie civile dans le dossier pour coups et blessures, disparition de proches et bastonnade. Sekou Yatia Kamara, compte rendu. Ce sont 3 victimes avec chacune ses griefs. Tierno Amidou Diallo, né en 1976 à Dalaba, se plaint des coups et blessures. Il a rappelé avoir été au stade avec 2 de ses amis. Il a eu le temps de prier avant l'éruption des militaires. Dans la débandade, a-t-il expliqué, il a été atteint par balle pendant qu'il courait. Il dit avoir continué son chemin malgré ses blessures. Plus loin, il croise 2 gendarmes. Un d'entre eux sort son couteau pour le poignarder à 3 reprises, a-t-il révélé. Toutefois, Tierno Amidou Diallo est parvenu à s'échapper. Il est ensuite secouru par la Croix-Rouge et conduit à l'hôpital Donka où il est resté alité jusqu'au 23 décembre 2009, s'est-il souvenu. Avant lui, c'est Tierno Amidou Bari qui a fait sa déposition. Lui a représenté son neveu du nom de Abdraman Bari à l'audience. Ce dernier est constitué partie civile pour avoir perdu son père Amadouri Bari en marge du massacre au stade. Selon le représentant, le corps de la victime n'a jusqu'ici pas été retrouvé en dépit de toutes les recherches menées par sa famille. Les 2 premiers ont comparu à la suite de Malik Bari. Cette autre victime se plaint de bastonnade, mais elle n'a pas été blessée, a-t-elle reconnu. Avant de terminer sa déposition, Malik a parlé du passage des militaires qui, selon lui, s'en sont pris à la pharmacie de l'hôpital Donka où il avait été momentanément admis après avoir été bastonné. Au stade.
Avant ces 3 dépositions, il y a eu un débat autour de la constitution de nouvelles parties civiles. Apparemment, les avocats de la défense ne supportent plus qu'on leur notifie désormais des déclarations de parties civiles à l'audience. Maître Lansine Silla, qui a soulevé ce débat, estime que cette situation ne plaide pas en faveur d'un procès juste et équitable parce qu'il manque de temps pour consulter les pièces. Sur la question qui a été soumise à ses appréciations, le juge a donné la position du tribunal. On écoute Ibrahima de Tunkara au micro de Sekou Diaté Kamara. Le tribunal dit qu'il n'y a aucun empêchement légal, vu les dispositions des articles 486 et suivants. Il n'y a aucun empêchement légal. Mais pour le respect du principe du contradictoire et pour la bonne marche de ce procès, le tribunal demande aux parties civiles de communiquer les déclarations au moins à 24 heures procès, à 24 heures de l'audition des parties civiles. Parce que vous constaterez que même le tribunal a reçu le même jour et ça préjudicie même au tribunal parce que qu'il y a plusieurs déclarations de conscience de parties civiles, le tribunal même n'arrive pas à lire parce que souvent c'est quand on s'apprête même pour venir à l'audience qu'on reçoit ces déclarations de conscience de parties civiles. L'opération de contrôle des vignettes a démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Dans la capitale Conakry, plusieurs chauffeurs de taxi ont été interpellés en cette première journée. C'est notamment le cas au carrefour Koza, dans la commune de Ratoma. Pour échapper au contrôle, certains chauffeurs tentent d'emprunter d'autres chemins. Mohamed Dienab Souma pour le constat. Jean Akwegi Lavogui, qui n'a pas encore payé la vignette, vient d'être interpellé au carrefour Koza. Les 3 passagers à bord de son taxi sont obligés de le quitter. Après discussion avec l'agent chargé de l'opération, ce chauffeur de taxi accepte de s'acquitter de son devoir. Moi, je pense que c'est la simple plaque, c'est qu'on demandait les vinaigres. Parce que la première fois, on a parti pour faire les plaques. On nous a dit c'est la simple plaque qui va payer les vinaigres. Tout de suite, là, moi, je veux savoir, même la simple plaque, même les nouveaux plaques va payer ça. Dans la circulation, des cris éclatent entre chauffeurs et agents de police. Ici, tout se passe sous l'œil vigilant d'Amadou Kamara, agent chargé de l'opération au carrefour Koza. Il y a des personnes qui sont tellement simples, qui ne sont pas compliquées. Mais il y a des personnes encore inutiles, mais on est obligé d'accepter. Nous sommes sur le terrain, on est là pour ça. Tu ne prends pas l'argent. À partir de Orange Money, on a cette vignette. Celui qui n'a pas accepté, on fait garer, il a cette vignette et il passe. Tout pour c'est ça. Pour le moment, vous avez recensé combien de dangers? Je ne pas compter. Depuis 8h matin là. Non loin de là, se trouve Mohamed Kamara, chauffeur de taxi, à la recherche de passagers. Bien qu'étant informé, ce chauffeur n'a pas encore acheté sa vignette. Le syndicat nous a informé ce matin. Pour le moment, je n'ai pas encore acheté des vignettes pour ma voiture. Donc, pour aujourd'hui, je compte emprunter des routes secondaires pour éviter d'être interpellé par la police. Une fois à la maison, j'envisage de parler à mon patron pour trouver une solution à ce problème. Contrairement à lui, au moment où nous quittions les lieux, plusieurs usagers de la route se dirigeaient vers l'agent chargé de l'opération de contrôle pour s'enregistrer. Pendant ce temps, les enseignants contractuels, eux, décident de renoncer à leur arriéré de salaire et de primes à condition que le gouvernement procède à leur intégration à la fonction publique dans un bref délai. Cette proposition a été acceptée par les autorités au terme d'une rencontre entre les différentes parties. Toutefois, dans une interview accordée à notre rédaction ce lundi, le coordinateur national de ces contractuels précise que pour le moment, il n'est pas question de reprendre les cours. De son côté, le secrétaire général de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation affirme que cette démarche ne remet pas en cause le protocole d'accord trouvé lors des négociations Mbani Sidibé. C'est en présence des ministres du budget, de l'administration du territoire et de l'enseignement préuniversitaire que les représentants des enseignants contractuels ont sollicité leur engagement à la fonction publique sans condition. En contrepartie, ils ont promis de renoncer à leurs arriérés de salaire et leurs primes. Les autorités ont invité ces contractuels à matérialiser leur accord verbal par écrit. Alseni Mabinti Kamara est le coordinateur de ces contractuels. C'est suite à une consultation de la base que les enseignants contractuels ont décidé
obligés de renoncer à leur arriéré de salaire et de prime pour leur engagement à la fonction publique dans un bref délai. Mais de le matérialiser sur un document et de leur soumettre. Cet accord verbal intervient après la signature d'un protocole d'accord il y a quelques mois entre le gouvernement et le mouvement syndical. Dans ce document, il était question de soumettre les contractuels à un concours d'intégration à la fonction publique. Cela est-il remis en cause? Salifou Kamara, secrétaire général de la FSPE, répond. Selon le protocole d'accord, ce qui a été dit, de faire un concours communautaire. Alors si ce que nous voulons, le gouvernement veut le faire maintenant là, le mouvement syndical ne trouve pas d'obstacle à ça. Nous allons procéder à des résolutions encore pour que notre objectif soit abouti. En attendant la réaction des autorités, les enseignants contractuels resteront à la maison, a précisé leur coordinateur national, Alseni Mabinti Kamara. Nous avons dit aux autorités, aux présents autour de la table, que la seule garantie aujourd'hui, même s'ils arrivaient à payer 5 mois d'arriéré de salaire, les enseignants contractuels ne sont pas prêts à retourner en situation de classe. La seule chose que les enseignants contractuels demandent, c'est la régularisation de leur situation. Selon le coordinateur national des enseignants contractuels, les autorités ont promis de répondre à leurs propositions d'ici jeudi prochain. De Conakry, nous partons à Boké. Là-bas, le collège Filira, situé dans la commune urbaine, se trouve dans un état piteux. Cet établissement scolaire où plusieurs cadres du pays ont étudié risque de céder sous le poids de l'âge. L'un des bâtiments de l'école est décoiffé par un vent violent. Les autres blocs sont aussi dans un état de dégradation poussée. Le principal de ce collège, joint par notre rédaction, décrit les conditions d'études avec l'état actuel de l'infrastructure. On écoute Farah Kele Kamano. Depuis décembre 2021, il y a eu un incendie dans cette école. Puis encore, c'est ajouté avant-hier, il y a eu un vent violent. On venait de coiffer encore un deuxième bâtiment. Donc, pratiquement, on a 2 bâtiments, pas facile de décrire alors là. On ne peut pas les utiliser. Donc, je ne sais pas comment dire. Le grand bâtiment qui comptait 11 salles de classe, le collège en tout compte 17 salles de classe. Au jour d'aujourd'hui, nous avons utilisé seulement 11 salles. On a 15 groupes pédagogiques. 11 salles, vous imaginez. La condition est vraiment lamentable. J'étais obligé de faire par roman. Chaque classe a un jour de repos. Les autres viennent aujourd'hui, demain. Ceux qui étaient au repos aujourd'hui viennent. Comme ça, chaque jour, on a 3 classes qui ne fonctionnent pas. Chaque jour. Puis encore, on a continué. Il fallait encore réduire les jours de repos pour les 7e année qui ont 2 jours de repos. Et là, on était obligé d'amputer les heures de français. Au lieu de 8 heures de français par semaine, ils ont 6 heures de français maintenant. Monsieur le ministre est venu à Boké. Il a passé dans l'école. Il a vu l'état de l'école. Là, nous parlons comme ça. Il n'y a pas de manière scolaire. Les enfants n'ont pas de livre. Tout est parti en silence. Si les dispositions urgentes ne sont pas prises, le mur de l'établissement risque de s'écrouler sur les élèves, alerte le principal du collège Filira de Boké. Farah Kele Kamano sollicite l'aide des autorités éducatives du pays et des bonnes volontés pour rénover cette école construite en 1960. Il a été joint au téléphone par Amadou Ribari. Un plaidoyer auprès du gouvernement et surtout les anciens élèves de cette école qui sont partout aujourd'hui en Guinée, qui ont passé, qui sont ministres aujourd'hui. Il y en a qui sont ministres, il y en a qui ont été ministres. Il y a beaucoup. Donc on lance l'appel à l'endroit de tout le monde et même les sociétés de la place pour que vraiment le collège Filira reprenne sa forme. C'est une école, c'est la vitrine de la région de Boké aujourd'hui. Depuis 1960, construite en 1960. Voilà, depuis 1960, c'est construit. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de retouche. Rien. Rien. Le bâtiment est comme ça. Depuis... Parlons à présent du crime crapuleux qui s'est produit ce week-end dans la préfecture de Doubreka. Le corps d'une fillette de 7 ans a été retrouvé dans les toilettes de l'école privée Adjafanta Yansane. Selon la famille et les proches de la victime, la petite Aïssatou Tandassa, élève de la 3e année, a d'abord été violée. Un assassinat qui suscite une vive indignation chez les autorités administratives et locales de la préfecture de Doubreka. Le préfet rassure que l'enquête ouverte ira jusqu'au bout pour identifier les bourreaux de la fillette Aïssatou. La présidente de la Fegipae, quant à elle, appelle à la fermeture provisoire de l'établissement incriminé. L'insécurité prend une ampleur inquiétante dans le pays. Ce samedi, une fillette de 7 ans a été sauvagement assassinée. Le corps d'Aïssatou Tambassa a été découvert dans les latrines de l'école où elle étudie. Selon le constat fait par les officiers enquêteurs, l'élève a été violé puis son corps jeté dans une des latrines de l'établissement. Hassanatou Diallo, directrice préfectorale de l'éducation de Doubreka, exprime son désarroi. En tant que mère de famille, là où je suis choquée intérieurement parce que personne n'aimerait voir son enfant victime de tel acte.
Dieu est grand, c'est lui qui l'a fait. Peut-être que personne ne l'avait vu, mais Dieu le voit. Et Dieu va nous aider à découvrir le coupable pour que vraiment justice soit rendue. Même sentiment de colère et d'indignation chez le préfet de Dubreka. Colonel Aboubakar Sidiki Traoré promet que la lumière sera faite sur cet assassinat. C'est déplorable pour les parents, les rassurer que l'État ne resterait pas indifférent à cette affaire. Nous allons mener les enquêtes jusqu'au moment où les coupables seront dénudés au clair. La présidente de l'association des parents d'élèves et amis de l'école se dit aussi outrée pour Dame Adamasso. Ce crime crapuleux relance le débat sur les conditions d'études dans certains établissements publics et privés du pays. Nos enfants ne sont pas en sécurité dans les écoles. Tout ce qui est aux alentours des écoles et à l'enceinte de l'école, la sécurité incombe l'administration scolaire qui est là. Ça interpelle tous les fondateurs des écoles et tous les gérants des écoles. La présidente de l'association des parents d'élèves et amis de l'école invite le ministère de l'enseignement préuniversitaire à fermer l'établissement où le corps de la fillette Aïssatou Tambassa a été retrouvé. C'était là le reportage signé Amadou Ouribari. Les habitants de Sigiri sont confrontés à une insécurité totale ces derniers temps. C'est pourquoi une opération de ratissage est engagée dans la préfecture. Un premier groupe de présumés bandits armés a été arrêté hier. Les forces de sécurité sont appuyées dans cette mission par des chasseurs traditionnels. Les personnes arrêtées sont mises à la disposition de la justice de Sigiri. Pendant ce temps, le ratissage se poursuit sur le terrain. Aminata Keita. À Sigiri, les autorités sont désormais vent debout contre la recrudescence de l'insécurité. Dans la préfecture, plusieurs présumés bandits sont arrêtés par des forces de sécurité en synergie avec des chasseurs traditionnels. Selon notre confrère Noah Konaté de la radio Milo FM. Plusieurs présumés bandits ont été mis aux arrêts. Même hier, il y a un infirmier d'État qui a été mis aux arrêts par les chasseurs traditionnels. Il était porteur de 2 armes, un pistolet et un fusil calibre 12, un ciseau, une pince et de lancières et des couteaux. Noah Konaté indique que l'implication des chasseurs dans les opérations de patrouille font suite aux multiples cas d'assassinats enregistrés dans le camp des orpailleurs. Naturellement, la plupart des personnes qui trouvent la mort dans ces attaques à main armée, les 90% sont des orpailleurs. Donc, suite à cette demande du président des orpailleurs de Guinée, la plupart des interpellations qui se font ici, c'est les chasseurs traditionnels qui le font aussi. Quand ils arrêtent des présumés, ils mettent maintenant à la disposition des forces de défense et de sécurité. Depuis à ce jour, le crime a diminué. Il faut le rappeler, depuis quelques semaines, la préfecture de Sigiri est secouée par des attaques meurtrières. C'est pourquoi les forces de sécurité et les chasseurs traditionnels multiplient les efforts pour lutter contre le fléau qui fait beaucoup de victimes. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Film Soir se poursuit avec vous, Alpha Ousmane Soirée. Merci à vous, Girassi, pour toutes ces informations sur l'actualité nationale du jour. Vous reviendrez dans quelques instants pour un point sur l'actualité, cette fois internationale. D'ici là, Film Soir se poursuit. Film Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Alpha Ousmane Soirée. Avant de vous parler de l'arrivée à Koya d'un grand nombre de ressortissants léonais, voici d'abord les coulisses. Film Soir, coulisses, les couloirs d'un événement du jour. Ce lundi 16 octobre marque aussi la reprise des cours dans les universités guinéennes. Pour cette première journée, les étudiants, qu'ils soient anciens ou nouveaux, ont massivement répondu à l'appel du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Notre reporter Alcine Diallo a sillonné quelques universités de la place. Constat. Ce lundi matin, la cour de l'Université Générale Lansana Conté grouille de monde. Anciens étudiants et nouveaux ont très tôt regagné les lieux pour procéder à l'inscription. Mustapha Silla est l'un d'entre eux. Cet étudiant en première année a pour l'instant du mal à s'adapter à l'atmosphère qui prévaut dans cette université qu'il accueille pour la première fois. Le programme est un peu nice parce qu'on est venu, on a traîné dans les différentes salles et également aussi notre salle est en rénovation. C'est ici qu'on nous a orienté que de venir sur le cours. Et ça se passe comment déjà? Bon, ça passe pas mal quand même. Vous voyez même, vous avez aperçu qu'il est en train d'expliquer ce qu'on appelle le programme, il fait le commentaire sur ça. Tout comme lui, Sarah Mbérété est à sa première fois au sein de cette université. Pour cette étudiante en sciences de langage, retrouver sa classe n'a pas été chose facile pour elle. Je trouve que pour le moment, il n'y a pas grand-chose parce que depuis le matin, je suis là, j'ai eu du mal à retrouver la salle et tout.
Mais bon, j'espère que dans quelques jours, ça va aller. Ben, ça va, avec le professeur et tout. Ils essayent de nous initier à son cours et tout, mais ça va. Plus d'une vingtaine d'étudiants ont regagné les classes ce lundi. Tous sont nouveaux dans cette université. Patenet Chetaï est chef de département sciences du langage. Il précise qu'au sein de son département, les cours ont effectivement repris. Les étudiants sont en classe. Les premières années sont en classe avec le professeur. Il y a la première année, il y a la deuxième année, même la troisième année, je vais dire. Donc selon l'emploi du temps qu'on a élaboré, tous les étudiants qui sont programmés sont en ce moment-là en classe. Donc les cours ont effectivement démarré à son venir. Ce premier jour de la rentrée universitaire a aussi été marqué par la joie chez de nombreux bacheliers. Plusieurs autres universités ont également ouvert les classes, notamment l'Institut supérieur des sciences de langue de Guinée. Merci donc à Alcénie Diallo qui a signé ce reportage. Voici l'Interland. Film Soir, l'Interland. L'actu de nos régions déclinées par nos correspondants. Je vous le disais au sommaire de Film Soir, la gare routière de Sambaya dans la commune urbaine de Koya est de nos jours un point de ralliement pour de nombreux Léonais. Ces personnes disent avoir quitté la Sierra Leone à cause des conditions de vie qui se sont détériorées ces derniers temps dans ce pays voisin. À Sumbuya, ils ne sont pas restés à bras croisés. Chacun d'entre eux a trouvé une activité pour subvenir à ses besoins. Reportage Mohamed Karba Bangoura. Fanta Jos est arrivée à Koya il y a quelques mois. Cette jeune dame est venue de Freetown à la recherche d'une vie meilleure. Son pays, la Sierra Leone, connaît une instabilité économique, une situation devenue insupportable pour cette mère de famille. Je suis arrivée à Koya pour soutenir ma mère et mes enfants qui font l'école. La Sierra Leone est dure, vous ne pouvez pas l'imaginer. 300 000 est égal à 1 million de léons. Un sac de riz se vend à 1 million de léons. 1 million. Fanta Jos revend des bouts d'acassa à la gare routière de Sambaya. C'est dans cette même gare routière que Ali Kamara, un jeune léonais de 25 ans, ramasse des sachets d'eau vides pour les revendre à une usine de transformation des déchets plastiques. Je quitte la Sierra Leone parce qu'il est difficile de vivre là-bas. Les militaires emprisonnent et frappent quand ils arrêtent. Il n'y a rien en Sierra Leone qu'on peut faire. Ils ont complètement augmenté les prix. Tigan Kamara a aussi choisi de quitter son pays pour la Guinée. Il préfère transporter des bagages à Koya plutôt que de retourner en Sierra Leone où la vie était devenue insupportable pour cet autre jeune léonais. Tout est cher en Sierra Leone. Un sachet d'eau se négocie à 1000 léons. Nos parents sont en train de souffrir. La monnaie est insupportable. Après tout, il n'y a pas de travail. C'est vraiment pénible. À Koya, ces léonais ont trouvé un tuteur. Ibrahim Touré explique en quoi consiste sa mission. Je reçois mes compatriotes de la Sierra Leone à Koya que je ne connais pas quand j'étais au pays. Je dois informer les autorités locales de leur présence. Je les oriente. Les femmes font le petit commerce. Les hommes, certains ramassent des sachets d'eau vides. D'autres poussent les charrettes. En attendant de trouver un abri, certains léonais passent la nuit dans les cafés de Sambaya. C'était donc le reportage signé de Mohamed Karba Bangoura à Koya. Le point de l'actualité internationale, c'est maintenant avec vous, Diarra Girassi. Bonsoir. Bonsoir Alphonse Mansoiré, bonsoir à tous. Film Soir, Transinfo. Film Soir au diapason de l'actualité en Afrique et dans le monde. En République démocratique du Congo, au moins 30 personnes sont mortes et au moins une centaine d'autres sont portées disparues suite au naufrage d'une embarcation sur le fleuve Congo le 13 octobre dernier. Le bilan reste pour le moment incertain et les conditions du drame encore à préciser. Au Cameroun, la crise s'amplifie et s'élargit dans le secteur de l'éducation après le primaire et le secondaire. L'enseignement supérieur est à son tour touché par les revendications des enseignants. Le principal syndicat des enseignants des universités d'État a annoncé pour dès aujourd'hui une grève à durée indéterminée et comme leurs collègues du mouvement on a trop supporté, leur mobilisation tourne autour de l'amélioration de leurs conditions de travail.
Ailleurs, la Cour constitutionnelle de Géorgie a autorisé ce lundi l'ouverture d'une procédure de destitution par le parti au pouvoir contre la présidente pro-occidentale Salomé, dont les pouvoirs sont limités. C'est la première fois qu'un parti au pouvoir engage une telle procédure de destitution dans cette ancienne république soviétique d'environ 4 millions d'habitants. La Cour constitutionnelle l'a reconnu coupable de violation de la Constitution. Enfin, l'Europe va ouvrir un couloir aérien humanitaire vers la bande de Gaza, a annoncé ce lundi la présidente de la Commission européenne. Les Palestiniens à Gaza ont besoin d'aide humanitaire. C'est pourquoi nous lançons un couloir humanitaire via l'Égypte. Les 2 premiers vols vont partir cette semaine et ils apporteront du matériel humanitaire à Gaza, a précisé Ursula von der Leyen depuis Tirana en Albanie. C'est la fin de ces infos. À tous, merci pour votre fidélité. Merci à vous aussi, Diarra Girassi, pour toutes ces informations. On poursuit cette session avec la une de Film Soir. La une de les manchettes des médias d'ici et d'ailleurs. Le corps d'un jeune homme âgé d'une trentaine d'années a été découvert dans un village relevant de la sous-préfecture de Timbitouni, c'est à Pita. Après la découverte du corps, 3 suspects ont été interpellés. Ce sujet fait la une du site lerévélateur224.com. Pour en parler, nous avons en ligne Mamadou Aliou Diallo, correspondant de cet organe d'information dans la région. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir, chers confrères, bonsoir à vous et bonsoir à tous vos auditeurs qui nous écoutent actuellement. Alors, quand est-ce que cette découverte macabre a eu lieu et c'est dans quelle localité précisément de Timbitouni? C'est dans la journée d'hier dimanche 15 octobre 2023 que cette découverte macabre a eu lieu à Timbitouni centre. Timbitouni, c'est une sous-préfecture relevant de la préfecture de Pita dans la région administrative de Mamou. Selon nos informations, c'est un homme âgé d'une trentaine d'années, célibataire sans enfant, qui a été retrouvé dans sa case. Et son corps était en état de décomposition très avancé. Alors, après la découverte, Mamadou Aliou Diallo, de Amadou Baïlouba, le maire de Timbitouni et le commandant du poste de gendarmerie se sont rendus sur les lieux, n'est-ce pas? Effectivement, ils se sont rendus sur les lieux pour le constat. Après le constat, vu que le corps était en état de décomposition, ils ont décidé de l'enterrer. Mais finalement, 3 suspects ont été mis aux arrêts pour la suite des enquêtes. Le procureur le tribunal de première instance de Pita était de l'autre côté en compagnie du commandant de la gendarmerie de cette préfecture. Arrivés sur les lieux, d'abord après le constat, ils ont arrêté l'oncle maternel du défunt, ensuite le chef du village et la 3e personne, c'est le président de la jeunesse de cette localité, selon le maire de Timbitouni. Alors les enquêtes se poursuivent donc? Bien sûr, les enquêtes se poursuivent parce que selon et après le constat, ils ont retrouvé des traces de sang à l'extérieur de la case du défunt et le corps a été trouvé à quelques mètres aussi de cette case. Très bien. Merci à vous pour toutes ces précisions, Mamadou Aliou Diallo. Merci, portez-vous bien. Merci. D'autres informations à lire sur le site lerévélateur224.com. On poursuit cette session avec l'édito de Mamadou Dian Baldé. Film Soir. L'édito. L'actu vue par Mamadou Dian Baldé. Gouvernement, quand le remaniement ministériel joue les Arlésiennes, 2 ans après l'irruption abrupte du Conseil national pour la démocratie et le développement CNRD sur l'échiquier politique, la transition se poursuit à marche forcée avec quasiment la même équipe gouvernementale, à part un mini-lifting qui a laissé une frange de l'opinion sur sa fin, vu que cette dernière, qui pense que nos ministres ne volent pas haut, s'attend à un renversement de table afin de redonner un nouveau souffle à l'appareil gouvernemental, sauf que le président Mamadi Doumbouya refuse pour le moment de franchir le pas, victime sans doute du biais de statu quo. L'édito est signé Mamadou Dian Baldé.
Le remaniement ministériel tant attendu par une frange de l'opinion est devenu une arlésienne. Grande satisfaction des partisans de l'immobilisme, et ce malgré les rumeurs qui ne cessent de grossir à propos d'un éventuel chamboulement. Cette grande lessive, si elle a lieu, devrait surtout permettre de colmater les brèches en vue de surmonter les failles provoquées par le noviciat de certains membres de l'appareil gouvernemental, quand on sait que tout ne marche pas comme sur des roulettes. Les contenteurs du régime les plus irréductibles pensent que le navire serait en train de prendre de l'eau de toutes parts, au grand dam de ceux qui aspirent à un changement de paradigme dans la gestion de la chose publique. C'est comme si on était en train de faire du alpha sans alpha, avec le retour des mauvaises habitudes que le peuple avait tant décriées sous l'ancien régime. Nombreux sont donc aujourd'hui les Guinéens qui regardent avec commisération la manière dont le vaisseau de la transition est en train d'être piloté sans quasiment aucun moyen de pondérer le pouvoir exécutif. Dans cette atmosphère de désenchantement, ceux qui appellent le remaniement ministériel pour un véritable changement de cap serait moindre. C'est plutôt les clients prêts à hurler avec les loups qui accourent. On en dénombre même dans les rangs de l'opposition, rêvant tous d'aller désormais à la soupe afin de s'en mettre plein les poches. C'est comme s'ils se disaient que dans cette jungle guinéenne où les riches exploitent les pauvres, il vaut mieux être du bon côté du manche, quitte à envoyer la démocratie ad patres. Pourra donc dire adieu au changement. Pour le moment, le chef de l'État ne semble pas être sur la même longueur d'onde que ceux qui appellent à un remaniement de son gouvernement. Faisant sienne cette assertion de Montesquieu qui dit, je cite, « Le gouvernement est comme toutes les choses du monde. Pour le conserver, il faut l'aimer. On ne peut donc être plus royaliste que le roi. » C'était donc l'édito signé Mamadou Diambalde. On poursuit cette session avec les infos culturelles d'abord. Film Soir. Info Culture. Et c'est avec vous, Maïmouna Orbiba, bonsoir. Bonsoir soirée, bonsoir à tous. Pour commencer, Primo de 2023, Djelikaba Bintou en compétition pour le titre de la meilleure artiste féminine de l'Afrique de l'Ouest. Et oui, Djelikaba Bintou, une icône intouchable, indiscutable de la scène musicale guinéenne, est actuellement en lice pour le prix international de la musique urbaine de la Côte d'Ivoire, Primo, dans la catégorie de la meilleure artiste féminine de l'Afrique de l'Ouest pour l'édition 2023. La nouvelle a été annoncée par l'artiste elle-même, créatrice du titre emblématique La Patronne, sur sa page officielle Facebook, suscitant l'enthousiasme de ses fans. Je suis très honorée pour cette nomination. Merci au Primo, sans oublier la communauté, le patronat qui continue à me propulser vers le haut. S'est-elle réjouie. Et cette nomination intervient après celle de son époux en 2022 et confirme ainsi le talent et leur influence artistique. Et c'est de Nyakri Live Soirée. Autre information culturelle, Roselyne Layo en concert le 11 novembre à Conakry. Et oui, Roselyne Layo, la nouvelle sensation de la musique ivoirienne, se produira à Conakry lors d'un concert humanitaire intitulé Halte aux violences faites aux femmes, organisé par le Centre d'Expo de réseautage du coaching CERC. Cet événement soutenu par les nouvelles autorités, j'y arrive, guinéennes, aura lieu le 11 novembre dans un réceptif hôtelier de la place. Ce concert humanitaire placé sous le haut patronage de la ministre guinéenne de l'Action sociale et des personnes vulnérables vise à sensibiliser et à mobiliser contre les violences faites aux femmes. Et dans un geste généreux, 20% des recettes de cette soirée seront reversées à une organisation non gouvernementale féminine qui se chargera de soutenir les femmes les plus vulnérables. La chanteuse Roselyne Layo donc, ainsi que des divers partenaires du projet apporteront leur contribution sous forme de dons matériels. Cette action cherche à fournir une assistance concrète aux femmes qui ont besoin d'une aide supplémentaire. Et c'est de Citani soirée. Merci à vous, Maïmouna Roubiba, pour toutes ces informations. Le sport maintenant. Film Soir. Actu Sport, le round-up de l'actualité sportive.
Avec Mamadou Yagouba Diallo, bonsoir. Ouais, bonsoir, bonsoir à tous. Pour commencer, éliminatoire Coupe du Monde U20 Dames, la Guinée écrase le Niger et se hisse au 3e tour. Figurez-vous, 10-0 en aller-retour pour les Guinéennes. Après un score de 4-0 à l'aller, le Sili U20 Dames s'est imposé lors du match retour à 6-0. C'était ce dimanche au stade général à Seni Kounché de Niamey face à l'équipe nigérienne. Une double victoire donc qui permet à la Guinée de se qualifier au 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de football féminine U20 Dames qui se jouera en 2024 en Colombie. Et puis dans ce tour, la Guinée sera face au Maroc. Les Marocaines qui elles ont disposé du Burkina Faso à l'aller 4-0 et un score nul lors du match retour, pour dire que voilà, la bande de Sekouba Kamara Nesta est bien partie pour s'offrir le ticket de qualification pour cette Coupe du Monde. Bonne chance à cette équipe en tout cas. Trêve internationale de la FIFA, plusieurs matchs amicaux au programme pour les équipes africaines. Voilà, exactement, parce qu'en Europe, si l'on joue les éliminatoires de l'Euro 2024 ou en Asie, on joue également les éliminatoires de la Coupe d'Asie. En Afrique, les équipes se préparent pour entamer les éliminatoires de la Coupe du Monde prévus au mois de novembre prochain. Et donc pour cela, beaucoup de matchs amicaux pendant cette trêve internationale de la FIFA. Après des pré-matchs qui sont joués la semaine dernière, les équipes continuent encore à défiler. Cette semaine, donc ce lundi, le Nigeria a dominé le Mozambique à 3-2. L'Algérie et l'Égypte sont quittés sur un nul de 1 but partout. La Russie a été accrochée par le Kenya 2 buts partout. Victoire du Botswana 2-1 face à l'Eswatini. Et puis en ce moment même, le Sénégal affronte le Cameroun. Quant à la Guinée, elle jouera son deuxième match demain contre le Gabon. Merci à vous Yagouba Diallo pour toutes ces informations. Merci. L'invité de Film Soir. Film Soir, l'invité du soir. L'autre interview de Film Soir. L'invité de cette session d'information est Oumar Toutia Bari, spécialiste des questions minières et extractives. Il se prononce sur la signature récente d'un protocole d'accord entre le ministère des Mines et la Société financière internationale pour la valorisation du contenu local en Guinée. Il répond aux questions de Mamadou Boy Diallo. Oumar Toutia Bari, bonsoir. Bonsoir. Le ministère des Mines et de la Géologie et la Société financière internationale viennent de signer un protocole d'accord d'un montant de $880 000 pour valoriser et promouvoir le contenu local. Votre réaction sur l'impact de ce protocole d'accord? Bon, cette convention, en fait, c'est une excellente opportunité pour développer le contenu local en Guinée, et même s'il y a d'autres mécanismes quand même qui peuvent servir aussi à financer ce type d'initiative, comme le fonds d'investissement minier par exemple, ou même d'ailleurs le FODEL, le NAFIC peut contribuer à financer ce type d'initiative. C'est la première des choses, je pense, c'est de viser plus sur le développement des capacités des PME au niveau local. Parce qu'au niveau quand même institutionnel et juridique, on a le service de contenu local, on a la loi sur le contenu local. Aujourd'hui, le défi, c'est comment renforcer les capacités des PME guinéens pour les rendre compétitifs. Donc ce fonds pour moi doit davantage servir au renforcement des capacités de ces PME, les aider à structurer leur organisation, les aider à relever le niveau et la qualité du service. Avec cet appui financier, peut-on estimer que la donne peut changer sur le terrain pour les entreprises locales dans le secteur minier? Oui, davantage, je pense qu'il faut quitter un peu dans le spectre de Conakry. Ce fonds ne doit pas se limiter à financer des ateliers et des sessions au niveau Conakry. Il faut aller dans les zones minières, rencontrer les groupements, les PME, les fédérations d'entrepreneurs, diagnostiquer leurs difficultés qu'elles rencontrent ou qu'ils rencontrent, mais aussi après dérouler des processus de renforcement de capacité et de soutien à ces initiatives-là. Donc c'est à ce niveau, il faut décentrer en fait l'utilisation de ce montant-là pour aller sur le terrain, trouver les PME en activité et puis renforcer leur capacité opérationnelle. Alors, les communautés sont les premières à être impactées par l'exploitation minière. Peut-on s'attendre à ce que les retombées de ce protocole d'accord puissent profiter à ces communautés à la base? Oui, c'est ça. La finalité du contenu local, c'est de permettre à la fois aux communautés, mais aussi aux Guinéens de profiter de l'investissement minier, de l'exploitation minière, mais aussi c'est un moyen d'intégrer l'activité minière à l'économie, au tissu économique local. Donc c'est ça la finalité en fait. Mais cette finalité ne peut être atteinte que lorsque l'utilisation du montant soit beaucoup plus décentrée au niveau local et pour permettre en fait à ceux qui vivent autour de ces mines en fait de bénéficier
de l'investissement minier. Pour booster la croissance dans le secteur minier et qu'elle puisse profiter pleinement à tous, vous encouragez la taxe à l'exportation des minerais. Expliquez-nous votre démarche. Vous savez, on a parlé souvent de la question de la raffinerie en Guinée. Les entreprises minières ont dans leur convention des engagements à transformer localement la bauxite. Avec toutes les difficultés que nous observons, nous avons 2 leviers en main. Premièrement, c'est de voter une loi à l'Assemblée qui va frapper la bauxite à l'exportation d'une taxe. Il y a certains pays comme l'Indonésie qui ont imposé un moratoire, mais aussi une taxe à l'exportation de la bauxite. Donc ça, c'est un levier sur lequel on peut agir. Il y a aussi le code minier qui prévoit, au bout d'un certain nombre d'années, si les entreprises ne vont pas vers la valorisation du minerai, et elles peuvent subir des taxes à l'exportation de leurs minéraux. Ça, c'est pour les décourager à exporter le minerai brut et à le transformer localement. Donc, c'est un levier que l'État peut parfaitement utiliser pour contraindre les miniers à transformer localement leurs ressources. Omar Toti Abari, merci d'avoir répondu à nos questions. FIM Soir, le nec plus ultra de l'actualité du jour, préparé et servi par la rédaction politique. Alpha Ousmane Soirée. Voilà, mesdames, messieurs, cet entretien de Mamadou Boy-Diallo avec Oumar Toti Abari, spécialiste des questions minières, met fin à cette session d'information FIM Soir. À la technique, Mamoudou Touré. Merci à toute l'équipe de la rédaction dirigée par Arissa Tousso et Mamadou Aliou Bangoura. Merci à tous de nous avoir suivis, où que vous soyez. Je vous retrouverai, Inch'Allah, mercredi soir, toujours avec le même plaisir. FIM FM. Nous avons saisi vos ressentis et nous avons imaginé des réponses idoines. C'est pourquoi FIM FM, c'est la radio qui s'invite chez vous, s'informe chez vous et vous donne la parole chez vous.